Bonjour à tous. Donc, je me présente. Déjà, merci d'être venu dans la salle, parce que j'ai eu un peu peur à la fin du keynote. J'ai cru que j'allais faire la présentation toute seule. Donc, je me présente. Je m'appelle Sonia Monnoir. Je suis DevOps Leader chez Partesys. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est Partesys. Ensuite, je vous expliquerai le contexte un peu particulier de Partesys, mais qui n'est pas difficile à comprendre. Et enfin, je vous raconterai ma petite histoire chez Partesys, comment on a implémenté le DevOps, qu'est-ce qu'on a fait et où on en est. Donc la genèse de Partesys, en fait, en 2005, le partenariat a été signé entre deux grandes banques, BNP Paribas d'un côté et BPCE de l'autre. Le but, c'était de mutualiser tout ce qui est flux monétique pour les deux banques, pardon. Ensuite, entre 2009 et 2012, les applications ont démarré en production. Donc en premier, BNP Paribas, puis ont suivi Banque Populaire et les caisses d'épargne. En 2015, vu que tout ça fonctionnait bien, le partenariat a été renouvelé. Et il est toujours d'actualité pour l'instant. Et à partir de 2018-2019, une grande transformation digitale a été lancée. Et c'est à partir de là qu'on a pu commencer à faire de l'agilité et du DevOps. Pardon, c'est avec ma main, je déclenchais trop vite. Pardon. Donc, Partesys, en quelques chiffres, en fait, c'est 38 000 jours hommes par an. Et c'est assez stable, là, depuis les 4 dernières années, on est resté flat. C'est 3 sites en France, donc Paris-Charenton, Lyon et Toulouse. Et comme vous pouvez le voir grâce à mon accent, je suis sur Toulouse. Ça se sent pas trop, Sonia. C'est grosso modo 160 applications monétiques. C'est 50% des transactions monétiques qui sont traitées par des solutions Partesys en France. Ça équivaut à environ 5 milliards d'opérations par an. Donc c'est un bon flux en fait. Ça veut dire que en fait, quand vous allez chez un commerçant et que vous payez par carte bleue, il y a une chance sur deux pour que soit vous, soit le commerçant fasse partie des banques représentées par la joint venture. Ensuite, c'est plus de 80 collaborateurs internes. Alors, Partesys étant une joint venture, en fait, il n'y a pas de salariés Partesys. Ce sont soit des BNP, soit des Natixis. Donc, moi, j'ai la grande chance d'être BNP. C'est plus de 9 millions de lignes de code, toutes technologies confondues. Alors, c'est important, le toutes technologies confondues, parce qu'on va avoir des technologies modernes, donc assez faciles à gérer quand on veut faire du DevOps, parce que tout est fait pour. Mais on a aussi un beau legacy mainframe COBOL. Et là, on rencontre d'autres difficultés pour gérer ça. Mais je vous expliquerai que dans ma vision des choses, en fait, le DevOps doit être le même, peu importe la technologie implémentée. Donc, le contexte Partesys, par rapport à ce que je viens de dire, c'est facilement compréhensible. On a deux clients différents, donc BPCE et BNP. Notre rôle, à nous, ça va être déjà de comprendre leurs besoins, mais ça, c'est assez classique. Mais surtout de leur expliquer que même s'ils ne le formulent pas de la même façon, le besoin derrière, il est le même. Donc, du coup, ça va nous permettre derrière, en tant qu'usine de fabrication, de créer une solution unique qui convienne aux deux. Alors, bien sûr, ils ont la surcouche derrière avec les différents logos, leurs surcouches. Mais derrière, le bac est le même pour tout le monde. Et ensuite, alors le plus difficile quand on fait du DevOps, c'est deux prods différentes, avec des outils différents de déploiement, des serveurs différents, des fois pas tout à fait paramétrés pareil, pas les mêmes versions de produits installées. Donc à nous de gérer au mieux pour que tout ce qu'on développe puisse aller chez les deux clients avec le moins de problèmes possible, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne ou BNP dans la salle ? Vous pouvez venir sur l'estrade pour expliquer vos douleurs, s'il vous plaît ? Non, il n'y a pas de douleur. Donc à partir de là, on a voulu mettre en place du DevOps. Alors ça a commencé en fait début 2018 avec la mise en place de l'agilité. Comme beaucoup de sociétés, en fait, la première étape, ça a été l'agilité. Et on s'aperçoit très vite que quand on veut faire de l'agile, si derrière, on ne met pas en place du DevOps, on ne va pas très loin. On va gérer de manière plus fluide tout ce qui est expression des besoins et début de la construction. Mais le delivery, il reste coincé et c'est là que le DevOps va pouvoir rendre service. Donc, en avril 2019, on a lancé une première initiative DevOps. Donc, déjà expliquer à nos managers que c'était intéressant de faire du DevOps. Pourquoi ? Et moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils ont tout de suite adhéré.
Donc ça a été assez simple, mais c'est pas partout pareil. Ensuite, à partir de juillet 2019, on a commencé à construire une toolchain. Alors, on avait des petites briques. Maintenant, il fallait les associer, permettre les communications entre les outils. En 2020, janvier 2020, on ne s'est pas arrêté là. On s'est dit, c'est bien, on commence à avoir des choses, mais le mieux, c'est que ça devienne du as-code. Donc, je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, si on veut faire vraiment du DevOps, on voit bien que dans le DevOps, il y a le dev, donc nous, on était plutôt côté dev, mais il y a toute la partie Ops, donc les deux productions dont je vous ai parlé. Donc le but, c'était de voir comment on pouvait collaborer encore plus avec nos productions pour casser ce mur qu'on a entre le dev et l'Ops. Et pour finir, à partir de janvier 2022, on s'est attelé à la grosse partie, qui est peut-être la plus dure à gérer, qui est le ZDevOps, donc tout le DevOps côté mainframe. En continuant, bien sûr, côté open. Vous voulez qu'on garde les questions pour la fin? Si vous voulez m'interrompre, comme vous préférez, il n'y a pas de souci. Donc l'initiative DevOps, en fait, quand on l'a lancée, on s'est basé sur 3 leviers. Le premier, c'est la culture DevOps. Parce que c'est essentiel, en fait, DevOps n'est pas une méthodologie, DevOps n'est pas des outils, au début, c'est une culture. C'est la culture du partage, de l'empathie, la culture du service. Et en fait, quand on commence à expliquer ça aux gens et qu'ils adhèrent à cette démarche, ça va être plus facile après d'implémenter les outils, de les faire utiliser et ainsi de suite. Deuxième levier, ça va être les processus. Forcément, si on veut rendre toute la chaîne CI/CD de test fluide, il faut que les processus en eux-mêmes soient fluides. Donc casser tous les silos qu'on avait pu créer au cours du temps. Et ça va de pair avec l'agilité. Troisième levier, c'est l'outillage, parce que forcément, l'outillage va être au service de ces processus, et tout en en mettant en place des outils qui vont communiquer les uns avec les autres. Nous, on s'est interdit de mettre en place un outil qui est tout seul dans son coin. S'il est tout seul dans son coin, c'est qu'il n'a aucune plus-value dans une toolchain. D'ailleurs, du coup, il ne fait pas partie de la toolchain. Et donc, du coup, on n'en a plus aucun normalement qui gravite tout seul. À ce jour, on a mis en place une formation. Alors très simple, c'est les bases du DevOps. On a formé plus de 80 collaborateurs en interne. Et le but, c'est vraiment de les sensibiliser, commencer à les faire adhérer pour qu'après, toute la démarche se mette en place plus facilement. C'est 67% des responsables de domaine qui sont certifiés DevOps Foundation. Donc ça a été un grand moment. Parce qu'on voit bien que c'est un peu ce que je disais, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Si on n'a pas la hiérarchie avec nous, faire du DevOps, ça s'arrête très vite parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt. Enfin, je sais pas ils veulent pas, ils comprennent pas, je sais pas ce qu'il vaut mieux dire. Mais voilà, faut qu'ils nous donnent les moyens d'aller dans ce sens-là. Si on l'a pas, ça nous coupe très vite l'herbe sous les pieds. Et c'est des processus CI/CD qui sont fluides et partagés par tous. Le partagé par tous, il est important. Encore plus dans notre configuration, parce que non seulement faut qu'il soit partagé en interne par T6, mais aussi avec les productions. Et voire même ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est avec nos clients en amont pour encore plus d'agilité. Et tout ça pour fermer la boucle. Le symbole du DevOps, c'est le symbole de l'infini. Donc il faut bien revenir au début aussi pour prendre en compte les nouveaux besoins. La culturation au DevOps, en fait, on a mis en place une méthodologie qui est assez simple. On a travaillé avec les équipes produits sous forme de workshop, donc tous dans une même pièce pendant 2 heures, leur expliquer donc une petite couche sur la culture DevOps, et après on les a fait parler. Quels sont vos besoins, quelles sont vos problématiques, quand vous faites des tests, quand vous faites de l'intégration continue, quand vous déployez en production. Et là tout de suite, il y a une confiance qui se crée. Alors ils nous expliquent qu'il y a beaucoup de problèmes, les besoins ça vient après. Et nous, ce qu'on a fait côté équipe DevOps, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le fait d'avoir une équipe DevOps, en attendant, nous, on l'a, on a mis en place des solutions, en fait, pour lever les problèmes, répondre à leurs besoins. Et on est entré dans une boucle d'amélioration avec eux pour qu'à chaque fois qu'on sorte une brique, ils puissent l'utiliser tout de suite et améliorer ainsi tout leur processus de déploiement. Et de test, et enfin, tout processus. Et il y a la petite formation qu'on a mis en place, qu'on a fait sur les 3 sites, et qui a plutôt bien marché. On voit qu'à la sortie, quand on leur demande un mot pour définir DevOps, je trouve que c'est plutôt les bons mots qui ressortent, comme fluidifier, culture, communication, continuité, le cool, pourquoi pas, la boucle infinie, c'est sympa.
En tout cas, j'ai jamais eu ça sert à rien, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la construction d'une toolchain. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas parti de rien, on avait un peu d'intégration continue. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est se baser sur 4 mots-clés. Le premier, c'est la collaboration. Il fallait que cette toolchain permette à tout acteur de la chaîne de fabrication d'utiliser l'outil et de travailler en collaboration avec les autres outils, avec les autres équipes et ainsi de suite. Le deuxième mot-clé, c'était l'autonomie. Nous, on n'est pas là pour créer un goulot d'étranglement. On est là, au contraire, pour rendre les gens autonomes sur la toolchain qu'on construit et de leur donner toutes les billes pour pouvoir l'exploiter au mieux et comme ils veulent. Alors, comme ils veulent, en mettant quand même un petit cadre de référence, hein, parce qu'il ne faut pas trop déborder sur les côtés. Mais en tout cas, voilà, l'exploiter au maximum. Souvent, on peut avoir des outils qui peuvent coûter assez cher. Le but, c'est pas de brider les gens et de les forcer à rentrer dans un cadre qui ne leur correspond pas. Le but, c'est vraiment de leur ouvrir toutes les portes, de les aider à en ouvrir d'autres si jamais ils n'y avaient pas pensé. Et voilà, mais surtout d'être autonome. Moi, je veux plus faire pour tout le monde, en fait. Troisième mot-clé, c'est la fluidité. Ça, j'en ai déjà parlé, en fait. Le but, c'est vraiment de fluidifier le processus. C'est pas juste utiliser un outil pour que ça fasse beau. Et le dernier mot, industrialisation, j'en avais pas encore parlé, mais l'avantage d'avoir une toolchain qui est fiable, automatisée, c'est que le processus devient industriel, et donc on évite les erreurs manuelles, et on rend un processus fiable et répétitif. Alors là, je vous ai mis la toolchain qu'on a construite, rien d'exceptionnel, hein, on retrouve les grands classiques. On part d'un Jira Confluence, mis à disposition de tous les profils qu'on peut avoir chez Partesys. Le développeur va trouver ses stories à développer, il va faire son code, ensuite il passe dans les outils de gestion de source, donc nous on a du Bitbucket et adossé à du Git. Si tout est OK, il part vers de l'intégration continue, donc aussi avec les grands classiques du marché, du Jenkins, du JUnit pour les tests unitaires, du Sonar pour l'analyse de code, du Maven, du Nexus, enfin voilà, on est très classique. De la gestion d'incidents, donc ça reboucle sur Jira, du X-Ray, donc un plugin Jira qui permet d'avoir un référentiel de test, des déploiements continus, donc nous on est passé par Ansible. Pourquoi ce choix-là? Parce que nos deux établissements n'avaient pas le même outil de déploiement, donc on s'est dit plutôt que d'en choisir un plutôt que l'autre, on va prendre le nôtre qui coûte pas très cher et derrière on verra après par la suite. Forcément tout ce qui est test système, des outils classiques comme Cucumber, comme Selenium, et après alors un autre outil qui est plus un outil monolithique, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Canest. Et le tout piloté par un outil de release management qui est Digital AI Release. Et je vous explique après pourquoi on a fait ce choix-là. À ce jour, c'est une toolchain qui est opérationnelle, évolutive à l'échelle. Et il y a plus de 150 utilisateurs de la toolchain, que ce soit des développeurs, des PO, des Scrum, des managers même. Alors en fonction de leur profil, ils vont utiliser telle ou telle partie de la toolchain. En tout cas, voilà, il y a plus de 150 utilisateurs. Une toolchain as code. Alors pourquoi une toolchain as code? Parce que pour différentes raisons. Déjà, on voulait, alors ça va être la mode en plus, hein, c'est consommer utile. Donc pourquoi toujours avoir des serveurs up alors qu'on va les utiliser que de temps en temps? Ce qu'on voulait du coup, c'est permettre aux gens d'avoir tout ce qu'il leur faut au moment où ils en ont besoin. Donc les équipes produits ont juste adapté leur Jenkins pour pouvoir déployer sur un pod Kubernetes. Nous, côté DevOps, on a mis en place différents pods en fonction des fonctionnalités auxquelles on voulait répondre. Au moment du besoin, l'application va récupérer la définition du pod qu'on a mis en place et ça va mettre en œuvre dans un cluster Kubernetes le nœud qui est nécessaire pour faire les tests, pour faire l'intégration continue et ainsi de suite. Du coup, pourquoi cette toolchain as code? Le premier, donc du coup, on consomme utile, c'est-à-dire quand on n'a plus besoin, on démonte ce qu'on a construit, en étant sûr qu'on pouvait le reconstruire sans problème la fois d'après. On augmente la maintenabilité et l'évolutivité de la toolchain. C'est plus facile de rajouter une petite brique que de tout casser et de modifier un code énorme.
Et surtout, on s'applique à nous-mêmes, en fait, toutes les règles, toutes les normes de développement, de sécurité qu'on imposait aux équipes produits. Parce qu'à partir du moment où tout ce qu'on développe, nous, devient du code, eh ben, on va passer dans les mêmes outils de vérification de la qualité du code, de test, et ainsi de suite. Donc, on est les premiers utilisateurs de notre propre toolchain. Deuxième partie de la toolchain qui a été très importante chez nous, ça a été d'implémenter l'outil Digital AI Release. Alors pourquoi très importante? Parce que c'est un outil qui nous a permis de faire des économies, mais qui surtout a permis de créer ce lien entre les différents outils qu'on avait. Donc on voit que Digital AI Release, on l'a connecté très facilement avec Jira, Jenkins, Confluence, Artifactory. Et pour l'instant, on s'est arrêté là, mais on sait qu'on va pouvoir bientôt le connecter avec les outils de gestion de configuration côté mainframe. Et ça sera du coup le même outil de release management, peu importe la technologie utilisée. Hop. Donc, comment on a fait pour implémenter Digital AI Release? C'est pas grave, on a l'habitude. Ça sort tout seul. On a commencé, ce qui était important, c'est déjà de savoir ce que les équipes faisaient quand ils voulaient délivrer. Quelles sont les étapes de leur processus. Donc on leur a demandé, les équipes avec qui on travaillait, de définir des étapes manuelles. Et une fois que les étapes manuelles étaient définies, on leur a demandé quelles étaient celles qui leur prenaient le plus de temps, donc celles qu'on avait le plus intérêt à automatiser, mais aussi celles que nous, on a vues assez facilement, celles qui étaient très faciles à automatiser. Donc, on avait à la fois des quick wins de notre côté et des automatisations à fort intérêt pour les équipes produits. Donc, à ce jour, en fait, si on regarde les différents pipelines qu'on a chez Partesys, on a 2 tiers d'automatisés et 1 tiers qui n'est pas encore automatisé. Alors, c'est simple, généralement, ceux qui ne sont pas automatisés, c'est les steps de test. Parce que pour avoir un step automatisé au niveau des tests, en fait, il faut avoir des tests automatisés. Et ça a un coût. Donc, c'est en train d'être mis en place. On a de plus en plus d'équipes qui mettent en place des tests automatisés. Mais bon, voilà, ce n'est pas tout à fait encore prêt. Ce que je vous disais, c'est que Digital AI Release, en fait, nous a permis de jouer sur trois angles. Donc, le premier, c'est les classiques, hein, coût, délai, qualité. C'est pas nouveau. Donc, avant Digital AI, en fait, on avait des coûts assez élevés, des délais assez élevés et une qualité qui n'était pas forcément celle qu'on aurait souhaité. Avec Digital AI, du coup, on a accentué ces trois axes. Donc, on a fait on a gagné des sous. On a gagné des sous. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, pour faire une petite partie du release management, on avait un outil développé maison qui devenait vieux, qui devenait difficile à faire évoluer, beaucoup de maintenance, et donc du coup avec un coût assez fort. Et du fait de passer sur un outil du marché, déjà il y a moins de bugs. Quand il y a un bug, c'est pas nous qui le corrigeons. Donc, non mais ça. Et au niveau évolutivité, on avait tout ce qu'il nous fallait comme briques. Et puis il évolue lui-même. Donc voilà, pour l'instant, on n'a jamais été coincé sur un besoin auquel on n'avait pas de réponse. On a joué sur les délais. Forcément, plus on automatise les actions, et moins de temps on va mettre pour délivrer. Et alors au début, ça a été un peu compliqué au niveau des utilisateurs. Hein. Ils ne voulaient pas un nouveau produit, vous nous gonflez. Celui qu'on a, il marche très bien. Oui, alors on y est allé en douceur. Le but, c'est pas tous les braquer. Hein. Mais, et ça a plutôt bien marché. Parce que je crois que maintenant, sur 250 personnes, il y en a qu'un qui est encore réfractaire au bout de 3 ans. Mais bon, il partira à la retraite un jour. C'est peut-être la seule solution de s'en sortir. Ça. Et bien sûr, la qualité. Alors la qualité, forcément, on l'augmente. Encore une fois, par l'automatisation. Et c'est très lié aussi à l'automatisation des tests par rapport à la qualité. Donc les deux vont de pair. À ce jour, donc, on a des processus CI/CD et tests en continu qui sont fiables et industrialisés. On a aussi 150 utilisateurs de Digital AI Release et avec des profils totalement différents. Ça va du développeur parce que volontairement, c'est lui qu'on a mis en début de chaîne. C'est lui qui lance les releases sous XL Release.
mais ça passe aussi par les PO, les Scrum, et même les managers qui vont voir l'état de leur release, savoir leur produit, quand est-ce qu'il a été délivré, et ainsi de suite. Au début, on n'avait pas prévu assez de licences, il a fallu augmenter. Ça, c'est pas un gros problème. Ça dépend on s'en pour sort qui. toujours. Donc on voit qu'en fait, on avait réussi à faire une touchaine qui commençait à devenir assez sympa chez Partey6. Maintenant, voilà, ça s'arrêtait. Le fait qu'on n'ait pas les prods chez nous, et ben, la fluidité s'arrêtait à la porte de Partey6. Donc, ce qu'on a voulu faire, et ben, c'est le but du DevOps d'ailleurs, hein, c'est attaquer le mur des confusions. Le mur des confusions qu'on rencontre, ben, d'un côté, on a les devs qui veulent délivrer de plus en plus vite, de plus en plus de fonctionnalités. L'autre côté, on a les ops qui cherchent la stabilité. Enfin voilà, je vous apprends rien. Au milieu, le mur des confusions. Et du coup, ce qu'on a expliqué, expliqué ou échangé avec nos prods, c'est qu'en fait, c'est pas les, en fait, ce sont des objectifs intermédiaires, mais l'objectif final, on a le même, c'est la satisfaction client. Donc autant travailler ensemble pour aller dans ce sens-là et du coup casser le mur des confusions. Donc comment on a fait ? Eh ben, on va repartir sur Digital AI Release. On est dans la DMZ de Partey6 et je vous ai mis qu'une copie là, de la fin de nos pipelines et on voit qu'on a des étapes de delivery. J'ai fait que la partie BPCE parce que c'était trop grand pour la page, mais grosso modo on a la même chose côté BNP qui suit. En parallèle, on a les DMZ BPCE et BNP. Et ce qu'on a voulu pour casser le mur des confusions, c'est dans un premier temps déjà aller délivrer directement chez eux. Donc ils ont installé des Artifactory chez eux et via XL Release chez nous, on va déposer dans leur Artifactory. Donc ça a été une première étape. Il faut dire qu'avant ça, en fait, de chaque côté, on avait un serveur sur lequel on déposait à la main et eux récupéraient à la main pour copier sur leur propre serveur. Donc rien que ça, c'est un gain de temps, de qualité, ça évite les erreurs de manipulation, les pertes de source et ainsi de suite. Donc ça a été la première étape. Et après, on a interconnecté les XL Release. Alors pour l'instant, la flèche, elle est que du côté BPCE, parce que du côté de BNPP, ils viennent juste de l'acquérir, mais le processus sera le même. C'est-à-dire que, en fait, quand on arrive à la fin de notre pipeline, on va déposer nos exécutables chez nos prods, mais en plus, côté BPCE, on déclenche leur pipeline de delivery, donc avec des installations en pré-prod automatisées. Alors eux, ils utilisent Digital AI Redeploy, et des installations en pré-prod, des tests automatisés, et jusqu'à la production. Alors quand je dis que nous, on déclenche, ils y restent quand même maîtres de leur environnement. Ils ont des gates au milieu, donc ils donnent leur go. Oui, je suis OK pour installer tout ça en pré-production, en production. En attendant, il y a quand même une fluidité, il n'y a plus ce mur entre eux et nous. On a même fait un retour parce que une des infos qui nous manquait énormément, en fait, c'était de savoir quand est-ce qu'ils ont installé en pré-production et quand est-ce qu'ils ont installé en production, en pré-prod et en prod. Et nous, on en a besoin parce que la mode, c'est quand même d'avoir des KPI, de savoir combien de temps on met entre le moment où le besoin est arrivé, le moment où ça a été mis à disposition des clients et le moment où les utilisateurs, enfin les clients des banques ont pu utiliser la fonctionnalité. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une API toute simple, Jira, qu'on a mis à disposition des établissements. Et eux vont appeler notre API et mettre à jour des indicateurs de notre côté. Et c'est à partir de là où, du coup, on a toutes les infos qui sont stockées de notre côté et on peut calculer tous nos KPI de delivery. Donc, on a vu que le mur des confusions, il se fissure. Hein. Il n'est pas encore totalement cassé, sinon ça ne serait pas drôle. On n'aurait plus de boulot. Mais en tout cas, il a bien diminué. Et on a plus de 60 applications qui sont déployées automatiquement du côté BPCE. Le but, après, ça va être de faire pareil avec le mainframe. Hein, on ne l'oublie pas, ça. Des KPI de delivery partagés. Et pourquoi c'est important ? En fait, c'est important de savoir ce qu'on délivre, combien de temps ça met pour être on n'oublie pas que le but, c'est quand même la satisfaction client. Donc là, on parle des clients des banques. Hein. Donc, savoir combien de temps on met entre le moment où un besoin est exprimé et le moment où le client de la banque peut l'utiliser.
Ben, c'est tout le principe de l'agilité. Le but, c'est qu'ils puissent l'utiliser le plus tôt possible. Donc, on a besoin d'avoir de tels indicateurs pour pouvoir s'améliorer, savoir quelle est la partie du process qui flanche ou qui est le moins bien, et agir dessus. Donc, du coup, on a 2 gros KPI qu'on suit. À partir du moment, le point de départ, c'est le moment où l'établissement nous donne le go pour commencer la construction. Et le premier KPI, c'est de savoir à quel moment on leur a mis à disposition dans leur Active Factory. Et le deuxième, c'est à quel moment ils l'ont mis en production. Et du coup, on voit que toutes ces informations sont mises à jour par les différents Excel Release, que ce soit le nôtre, que ce soit celui de BPCE, et demain celui de BNPP. Et on va exploiter ces informations. Là, on a monté une stack Kibana, enfin ELK, dans lequel on intègre toutes ces informations et on a des dashboards qui nous permettent de les piloter. Maintenant, ce sont des KPI de delivery qui sont partagés une fois par an en conseil d'administration. Donc les bill-chefs, quand ils se rendent compte, ils parlent des KPI de delivery, c'est bien. C'est une amélioration continue aussi du processus de delivery, c'est ce que je disais. Le fait d'avoir ces indicateurs, ça nous permet de savoir à quel endroit du processus on va devoir agir pour encore plus améliorer le processus. Donc ça, toujours la boucle d'amélioration continue. Si la synthèse sur ces KPI de delivery, alors je suis reparti, j'ai comparé 2020 et 2022. On voit qu'en nombre de features délivrées, on a fait une augmentation de 52% côté BNPP et de 190% du côté BPCE. Alors c'est plus grand côté BPCE parce que forcément tout est automatisé jusqu'à la production. Donc on est vraiment dans du déploiement en continu. Mais je ne doute pas que 2023, côté BNP, ça va monter d'un cran aussi. Et quand on regarde le délai en lui-même, que ça soit côté BNP ou côté BPCE, on a gagné un tiers du temps. Donc sur 2 ans, un tiers du temps, bientôt, on livre dans la semaine. Donc voilà. L'important maintenant, nous, c'est de continuer à travailler sur nos KPI, comment améliorer la situation. Donc pour ça, notre nouveau directeur général, qui est arrivé il y a 1 an, a souhaité qu'on mette en place la méthode de gestion des OKR. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est objectifs qui résultent. Alors moi, ça m'a bien servi. Je pense que certaines personnes dans les équipes produits sont traumatisées par le mot OKR. Nous, ça nous a permis, le fait de pouvoir positionner des OKR sur la CI/CD et sur les tests, ça a un peu obligé les gens à en faire. Donc, passer l'étape de je veux qu'on comprenne le pourquoi c'est intéressant de le faire. Là, en plus, ils avaient un peu l'obligation de la hiérarchie de le faire. Donc, ça nous a bien fait avancer. Donc, toujours l'optique, c'était intégrer, déployer et fluidifier. Pour les aider, on a mis en place une petite matrice pour calculer le niveau auquel l'application se trouve. On leur a donné une cible. Donc, pour 2022, c'était d'atteindre le niveau 4. On a fermé un périmètre parce qu'on s'est dit si on attaque tout le monde d'un coup, ça ne sera pas possible. Donc on a ciblé 16 applications, mais surtout sans fermer le volontariat. Ça serait dommage de dire à des gens non, tu veux y aller mais tu n'iras pas. Donc non, au contraire, s'ils voulaient y aller, qu'ils y aillent. Et on a imposé par contre que toute nouvelle application soit dès le début à ce niveau-là. Ça, c'est ton instrument de mesure, de maturité des différentes équipes. Alors, c'est ce qui nous a servi sur 2022. Là, on vient de faire celui de 2023. Enfin, on commence à travailler sur ceux de 2023. Et on a fait pareil. En fait, on a rajouté des colonnes pour augmenter les niveaux possibles. Et on a rajouté des lignes. Et je pense que ça va perdurer. Enfin, on verra. À ce jour, donc sur 2022, on a atteint un peu plus de 83% de la cible. Donc ça, c'est les chiffres au 1er novembre. Donc je pense que d'ici fin décembre, on sera presque bon. On ne sera jamais à 100%, sinon ça serait louche. J'aime pas le 100%. Hop, pardon, les animations pourries, mais c'est pas grave, c'est le slide qui a fait le directeur général. T'as droit. Donc j'ai demandé, en fait j'aime bien avoir le retour, ce que je vous disais, le DevOps, c'est intéressant. Et c'est possible que si on a la direction qui est avec nous. Donc j'ai demandé à notre directeur général de me faire un petit slide pour qu'il partage sa vision du DevOps et en tout cas ce qu'il en attendait. Donc pour lui, les enjeux du DevOps, c'est augmenter la qualité du service, optimiser les coûts et réduire le time to market. Donc ça, on est tous d'accord, normalement. L'importance, du coup, tout est presque important quand même. Les gains attendus, c'est surtout comment on fait pour y arriver.
Pour tout ce qui est qualité de service, ça va être détection précoce des anomalies, couverture plus large des tests. Ça, c'est compliqué, mais c'est essentiel. Industrialisation des installations. Ça, on est carrément dans le full DevOps, déploiement jusqu'à la production. Pour l'optimisation des coûts, c'est niveau d'automatisation élevé. On voit plus on automatise, plus on teste et moins déjà plus on détecte les anomalies tôt et moins ça nous coûte de les relivrer pour corriger. Et le time to market, c'est l'homologation en continu des banques, c'est la réduction des phases de recettes manuelles et ainsi de suite. Donc jusque-là, on voit qu'on est encore en phase. La conclusion pour lui, c'est Partesys, comme tout acteur de la tech, doit avoir une chaîne DevOps efficiente pour sa survie et son développement. Les priorités DevOps pour 2023, pour lui, c'est une augmentation significative de la couverture des tests, une meilleure prise en charge de la sécurité, donc aller vers du DevSecOps, et une chaîne CI/CD avec tous nos clients. Donc, en conclusion, moi, ce que je mettrais, c'est que le DevOps, en fait, pour moi, c'est jamais fini. Il y a toujours des choses à rajouter. Je me suis mis en colère une fois parce que j'ai le PMO qui est venu me voir, il me dit ton projet DevOps, ça fait déjà 3 ans qu'on le lance, quand est-ce que ça va être la fin? J'ai dit mais non, il n'y aura pas de fin. C'est arrêté, le projet, il faut du budget, mais le reste, il n'y aura jamais de fin, il y aura toujours des choses à faire, des nouvelles étapes, l'imagination là-dessus, des nouvelles technologies à traiter, voilà, j'ai plein d'idées. Donc ce qu'on va cibler quand même sur 2023, c'est des nouveaux OKR, ça je vous en ai parlé, pour nous aider à avancer. Une augmentation de la couverture de tests, que ça soit côté mainframe ou côté open. Donc en fait c'est compliqué de calculer la couverture de tests. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on a 10 000 tests sur une application qu'en fait on a une bonne couverture de tests de l'application. Et des fois ça dépend vraiment de comment sont faits les tests, comment ils sont écrits. On voit que, comme beaucoup de métiers, valideur, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc, quand on sait bien écrire des tests et qu'on a une couverture de tests correcte, ce qu'il faut aussi, c'est les automatiser. Alors, on a vu que côté open, c'était déjà pas mal, mais il faut les automatiser aussi sur le mainframe. Donc là, ça passe aussi avec beaucoup de pédagogie, de patience, d'expliquer aux gens qu'un test automatisé, c'est pas juste lancer un fichier. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de pédagogie derrière le DevOps, comme derrière l'agilité. C'est Digital AI Release pour tous les produits. Là, on a vu qu'on avait ciblé tout ce qui était open, mais pareil, demain, le but, c'est de recommencer le travail avec les équipes mainframe qui décrivent leur pipeline de manière manuelle et qu'après, on puisse agir, en connecter les bons outils au bon moment et puis délivrer jusqu'à la production avec nos établissements. Ça fera plus de licences pour Digital AI. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Des environnements de test as code. Ça rejoint un peu le pourquoi on a fait une toolchain as code. Là, on est pareil. Les environnements ne sont utiles que quand on veut faire des tests. Si on ne fait pas de tests, ça ne sert à rien d'avoir un environnement up. Ça passe aussi au travers d'une maturité sur qu'est-ce qu'un environnement de test, quels sont les bons niveaux de test. Il n'y a pas besoin d'avoir tout sur un environnement pour faire tous les tests. Donc, mais tout ça, c'est pareil, c'est de la pédagogie derrière. C'est du travail, mais bon, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et dernier sujet, encore plus d'automatisation autour de la collaboration avec nos établissements. On ne va pas s'arrêter là, ça marche. Donc, ce que je disais, on continue avec BPCE, on continue avec BNPP, bien sûr, et on va travailler de plus en plus avec nos clients, mais plus côté prod, côté début de chaîne, pour fluidifier les arrivées des demandes et ainsi de suite. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça ne vient pas tout de suite, normalement, je suis toute la journée là aussi. Alors moi, j'avais une question sur la partie automatisation de tests, justement. Parce que je crois que c'est le point noir un petit peu de toutes les sociétés, quand même. Au niveau outillage, vous utilisez quoi sur cette partie-là? Alors, on en a plusieurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, tout ce qui est référentiel de test, on est passé sous X-Ray. Donc ça, c'est pour je définis mes tests, je définis les prérequis à mes tests, et ainsi de suite. Soit ils les écrivent directement dans X-Ray, soit derrière, ils ont écrit leurs tests dans Cucumber. Et dans ce cas-là, on a créé un script qui permet de charger X-Ray à partir de ce qui a été fini dans Cucumber. Ça évite les doubles saisies de définition de test.
Donc ça, c'est le premier. Ensuite, pour tout ce qui est interface, mais on n'en a pas beaucoup, enfin IHM, on a du Selenium, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on est plutôt la brique de dessous. Les couches visibles par le public sont plutôt dans les établissements, donc on n'a vraiment pas beaucoup d'IHM. Et après, notre gros outil de test, c'est Canest, qui est un outil qui simule les différents flux monétiques. Alors là, ça a été drôle. Parce que c'est un outil qui existe depuis longtemps, qui marche très bien, mais c'est un beau client lourd sur un serveur Windows. Donc l'intégrer dans une toolchain DevOps, on a eu un peu peur au départ. Mais n'empêche qu'on a réussi. On a réussi alors, en plusieurs étapes, mais maintenant, on peut, à partir de Digital AI Release, lancer notre Canest, donc qui se trouve sur un serveur communautaire Windows, et qui va exécuter les tests, récupérer les résultats et les remonter dans X-Ray. Donc on a réussi à le faire, franchement. Et pour moi, les outils, ça s'arrête là. En tout cas, test système, c'est ça. Merci. De rien. Ne bougez pas. Bonjour, merci. Merci pour la présentation. J'avais une question. Toutes les étapes que vous avez présentées, c'est celles par lesquelles vous êtes passé ou c'est celles que vous recommanderez de passer par rapport à votre expérience? Les deux. Les deux. Donc, grossièrement, parce qu'elles sont belles, je dis, bah oui, ça tombe sous le sens. Enfin, il n'y en a pas une par laquelle... que je changerais si je devais reproduire ailleurs? Un petit peu, ouais. C'est un peu ça la question. Alors, c'est clair qu'en fait, il faut s'adapter au contexte dans lequel on est. Donc, si je devais recommencer chez Partessi, je le ferais de la même façon, parce que les acteurs seraient les mêmes. La méthodologie, en tout cas, le fait de passer par des workshops où on fait parler les gens, ils peuvent se lâcher sur leurs problèmes, et ça, ils adorent. Ils adorent, enfin, oui. Sur leurs besoins aussi. Ça, je le recommencerai de partout, parce que c'est le meilleur moyen de récolter leurs besoins. Parce que si on va leur voir en disant, bah voilà, je construis une toolchain DevOps, de quoi vous avez besoin? Je pense qu'on n'aura aucune réponse. Par contre, nous comprendre leurs problématiques, leur montrer qu'on est à l'écoute de ce qui se passe chez eux, et du coup leur trouver des solutions, et ben l'adhésion, on l'a tout de suite en fait. Alors de notre côté, on a vu beaucoup de clients créer des équipes DevOps sans ces processus justement de concertation avec les utilisateurs, faire des chaînes et après prier pour que les projets les utilisent. C'est pas tout à fait la bonne démarche, en tout cas pas celle qu'a utilisée Sonia. C'est pas la meilleure de toute façon qu'on puisse constater sur le terrain. Donc j'aime beaucoup cette double approche qui est très orientée utilisateur, mais toujours en ayant un regard sur la direction générale, pour que tu puisses aller la solliciter pour lui dire tiens, je vais lui faire une présentation, ponds-moi ta vision. Je trouve ça assez génial. Et c'est vrai que dans ces activités-là, un niveau de sponsorship fort est absolument indispensable, parce qu'il faut un moment quand même qu'on relève la tête du guidon, qu'on réfléchisse un petit peu ensemble. Mais aussi d'aller sur le terrain pour voir ce qui se fait, voir où sont les peines, les fameuses douleurs dont on parlait au début, et qu'on puisse les adresser progressivement. Donc j'aime bien la double approche. C'est vraiment celle qui marche de toute façon. Ouais, du coup, ça devient du gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nous, c'est gagnant, alors du triple, gagnant-gagnant-gagnant, parce que c'est gagnant pour la hiérarchie aussi, parce on voit bien que les KPI prouvent que pour l'image de Partessi, c'est plutôt bien. C'est gagnant pour les équipes produits parce que même s'ils n'y croyaient pas forcément au départ, ça les a quand même pas mal soulagés sur des actions chronophages. Voilà. En fait, moi, je vois la toolchain DevOps comme un outil pour redonner de la valeur à chacun des métiers qu'on va pouvoir rencontrer. Que ça soit le développeur va pouvoir se concentrer sur son développement. Le spécifieur va se concentrer vraiment sur le besoin et comment le transcrire au mieux. Le valideur va vraiment se concentrer sur l'écriture de ses tests. Et après, l'automaticien va se concentrer sur des specs qui ont été bien faites et donc des bons tests. On n'est plus, on perd moins de temps sur des actions de delivery, tout ce qui peut être automatisé et qui n'a pas de plus-value, je dirais, pour l'humain qu'on est. Et ben, c'est là-dessus qu'on a misé au départ et je pense que c'est ce que les gens apprécient parce que ils font le métier qu'ils aiment en fait. C'est beau.
C'est le valideur, enfin le testeur, du coup, je suppose, Mm. qui écrit les tests, du coup, en Cucumber, je suppose. Mhm. C'est bien ça. Qui l'automatise, du coup? C'est pas le testeur directement? Alors, ça dépend des équipes. Il y a Ça dépend des équipes, ouais. d'accord. J'ai pas été sectaire là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient des tests automatisés. Donc, en fonction de leur organisation, je les ai laissés se débrouiller. Je les ai aidés plutôt à trouver, quand ils avaient un manque, je les ai aidés à trouver des bons profils. Donc là-dessus, oui. Après, si le valideur est capable de faire du bon développement, de la bonne automatisation, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Après, s'il s'en sent pas capable, par contre, ce que je veux pas, c'est que les managers l'obligent à automatiser les tests parce que ça sera pas forcément Ouais, bien ça sera fait. mal fait. Donc voilà, on sait bien que le métier d'automatisation de test, ça se rapproche plus du métier de développement. C'est du développement plutôt que de l'ancien, ce qu'on mettait sous valideur avant. Pour moi, le valideur d'avant, il est là surtout pour savoir écrire des tests comme il faut. Après, quitte à prendre un automaticien derrière pour traduire ces tests en tests automatisés. Et du coup, parce qu'en fait, avant, les valideurs en fait, n'écrivaient pas leurs tests en fait, en Gherkin, je suppose. Ah non. Comment s'est passée justement cette transition entre du test lambda, certainement Excel d'ailleurs, vers du test Cucumber en fait? Et ben comme tout le reste, au début, il y en a qui veulent pas y aller, on les saoule. Ils veulent leur fichier Excel. Excel, c'est entre Visio, PowerPoint et Excel, c'est la chaîne miracle. Je pense que c'est la tool chain C'est la de. trilogie gagnante. Hein. Et donc eux, après voilà, j'aime pas forcer les gens. J'aime pas qu'on me force, donc je force pas les gens. J'essaye toujours d'en trouver 2-3 qui sont plutôt volontaires. Et après, c'est eux qui présentent. On a une tribu DevOps tous les 2 mois. Et je les fais passer en tribu. C'est eux qui expliquent comment ils ont monté leur test, comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça. Et à partir du moment où c'est plus moi qui demande, et que c'est plutôt quelqu'un qui a le même profil qu'eux, qui avait les mêmes difficultés, et qui explique ce qu'ils ont fait, et ben ça va beaucoup plus vite. Merci beaucoup. De rien. Oula. Bonjour, super présentation, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a un truc que j'ai pas super bien saisi, c'est quelle organisation vous avez mis en place au sein des équipes pour amener cette culture DevOps et faire fonctionner ces ateliers. Est-ce que c'était les gens qui étaient finalement dédiés dans chacune des équipes produits, ou bien c'est une équipe un peu... J'ai l'impression que c'est une équipe un peu transverse d'experts qui intervient. Donc Alors, il y a les deux. Je ne l'ai pas expliqué. C'est vrai que je pourrais rajouter un slide là-dessus. Il y a une équipe transverse, où là, mon équipe, où là, on a des experts techniques, plus, au moins moi, plus sur la culture, la méthodologie. Mais ce que j'ai demandé, donc quand on a vu qu'ils étaient partants pour aller vers du DevOps, ce que je leur ai demandé, c'est d'identifier, j'ai appelé ça un proxy DevOps, dans les équipes produits, qui est une personne qui avait envie de le faire déjà. Et ça devenait notre interlocuteur privilégié pour passer des messages, pour comprendre ce que la toolchain pouvait apporter. Et c'est lui qui répercute je ne vais pas dire la bonne parole, mais au moins les nouvelles fonctionnalités dans les équipes. Comme ça, c'est pareil, c'est plus nous qui allons dans les équipes, et c'est eux qui s'approprient le besoin et l'utilisation, et le message passe bien du coup comme ça. Donc dans chaque équipe, ce que je leur ai demandé, c'est d'avoir au moins un proxy DevOps. Puis nous, ça permet de fermer le cercle, parce que faire des tribus où il y a 60 personnes, au bout d'un moment, il n'y en a que la moitié qui écoute, encore quand on a de la chance. Et puis on n'est pas sûr que le message redescende, parce que chacun se dit qu'ils avaient qu'à être là. Donc au moins, quand on s'adresse à quelqu'un qui a ce rôle de propagation de l'info, il la propage. Bonjour, merci pour la présentation, super intéressant. Alors j'aurais 2 questions, j'essaie d'être rapide. La première, c'est par rapport aux ateliers que vous avez faits, par rapport aux outils que vous avez présentés. On voit l'Artifactory, vous avez cité Sonar, Nexus, Jenkins, Ansible. C'est quand même les leaders aujourd'hui qu'on nous retrouve un peu dans toutes les entreprises. Le coup Ansible Terraform sur le déploiement, Jenkins parce qu'on veut de l'open source, de l'autonomie, et voilà, gestion des artefacts, c'est un peu les leaders. Est-ce que ces ateliers, ils ont vraiment pesé dans le choix des outils, ou vous vous êtes retrouvés, parce que je suis un peu au même moment en fait aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment pesé les besoins qui vous ont été exprimés dans ces choix, ou vous êtes retourné vers les leaders? Et ma deuxième question, c'est, vous avez un peu parlé des Ops. Est-ce que, au niveau des Ops, des infrastructures, parce que vous faites beaucoup de déploiements automatisés, vous n'avez pas forcément parlé de cloud public,
Donc j'imagine que c'est du bancaire, c'est du on-prem. Est-ce que vous avez dû aussi transformer peut-être les infrastructures, la façon dont les ops travaillaient, le mode un peu de ticketing? Est-ce que vous l'avez un peu modifié, quoi? Alors, sur la première question, sur le choix des outils. En fait, j'essaye de le formuler comme il faut. Donc, ils avaient des problèmes. Moi, j'avais déjà des idées sur ce qu'il leur fallait. Donc, je me suis arrangé pour que la conclusion soit celle qui m'arrangeait et qui les arrangeait. Mais ça marche bien. Du coup, ils ont l'impression d'avoir choisi. C'est comme avec les enfants, en fait. On leur donne l'impression qu'ils ont choisi, mais en fait, on les a bien guidés. Ça, mais c'est pas de la manipulation parce qu'ils sont contents de l'utilisation. Pour la deuxième question, en fait, les prods n'étant pas chez nous, et en plus étant dans un contexte où les flux monétiques sont des flux hyper sécurisés, que ça soit d'un côté ou de l'autre, côté BPCE ou côté BNPP, on n'a pas droit d'accès. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas mettre nos applications dans le cloud. Donc tout ce que vous venez de dire, ça va arriver, mais pas tout de suite. Donc j'ai pas eu besoin de me pencher sur le sujet. On sait que ça va arriver, hein, mais voilà, pas tout de suite. Mais on est prêt. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ma question va rejoindre un peu une précédente. Est-ce que vous avez traité de la même manière l'acculturation pour les équipes mainframe ou open? Alors, avec la même énergie, oui. Côté open, je dirais que c'est plus facile parce que c'est des gens qui baignent. Enfin, le DevOps, c'est pas si nouveau pour eux. Donc, ils en ont déjà facilement entendu parler. Ils ont envie. J'essaye de ne pas être péjoratif non plus, mais on trouve. C'est des personnes qui sont déjà dans cette mouvance. Donc, c'est facile de les mettre dedans, de les faire avancer, et ainsi de suite. Côté mainframe, c'est des personnes qui ont des habitudes de travail identiques depuis quelques années. C'est toujours plus compliqué et en plus ils sont tellement persuadés dès le départ que en fait, le DevOps c'est pas pour eux, c'est pour le Java, c'est pour les nouvelles technologies, que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par leur expliquer que quand on parlait de processus de délivrer en continu, d'intégration en continu, ça existe du côté mainframe. À part que souvent, en tout cas ce qui se passait chez Partesys, c'est qu'ils avaient un outil qui faisait tout. Je parle pas des tests parce que ça il n'y en avait pas beaucoup. Mais en tout cas, tout ce qui est intégration continue, déploiement en continu, c'est le même outil. Donc, ils ne savaient même pas qu'ils faisaient de l'intégration continue et du déploiement en continu. C'était l'outil, ils lançaient l'outil, ça marchait, tant mieux. Hop, ils pouvaient lancer leurs tests. Tout était fait dans une boîte noire pour eux. Donc, c'est plutôt, on a attaqué cette boîte noire, on leur a montré, bah voilà, quand tu fais ça, en fait, derrière, il y a ça, ça, ça. Donc, exactement, en fait, les mêmes étapes que du côté open. Et ce que je leur explique depuis le début, et ça commence à mûrir, c'est que les processus, en fait, sont les mêmes. Ce qui varie derrière, mais c'est aussi valable sur les différentes technologies côté open, c'est les outils qu'on va utiliser pour faire telle ou telle action. Forcément, on n'aura jamais les mêmes outils, enfin pas forcément les mêmes outils de test entre le mainframe et le Java. On n'aura pas les mêmes outils de déploiement non plus, parce que c'est pas la même façon de déployer. En tout cas, l'action de déployer, elle existe dans les deux côtés. L'action de tester, elle existe des deux côtés. Donc ça, ils sont en train d'en prendre conscience. Et les premières étapes qu'on va faire l'année prochaine, c'est trouver une équipe volontaire pour aller sur Digital AI Release, l'embarquer dedans, lui faire définir son pipeline de delivery, sans que ça soit qu'une seule étape boîte noire, et bien le découper par action. Et puis voilà. Puis après, ça va avancer. Mais oui, c'est pas la même. Le point de départ est pas tout à fait le même, parce que je ne sais pas pourquoi ils sont persuadés que le DevOps, c'est pas pour eux. Moi, j'ai une question par rapport au proxy DevOps que vous avez mentionné. Oui. C'était une question. C'est ce qui sert qu'à passer des messages donc, de l'équipe transverse DevOps vers les équipes produits, ou est-ce qu'il possède aussi des accès privilégiés à la toolchain? Ouais. C'est la première personne en fait, qu'on forme sur les briques qu'on construit. Donc qu'on forme sur les outils, qu'on monte en maturité aussi sur les tests, sur plein de sujets. Cette année, on a certifié, alors j'ai parlé des managers qu'on avait certifiés DevOps Fondation. Donc ça, c'est important parce que du coup, il y a le côté certification qui est vachement intéressante. C'est toujours mieux un coup de tampon sur un CV. C'est beaucoup mieux que ce que je peux raconter. Et pareil, avec les proxy DevOps, on les a certifiés ISTQB Fondation et ISTQB Test en Agile. Donc voilà, c'est les premiers qu'on forme sur les briques. Ah ouais, bonjour.
Vous aviez dit que vous étiez prêt pour la partie cloud, mais quels sont les bloqueurs aujourd'hui qui font côté client que vous n'y êtes pas encore? Alors, à ma connaissance, pour moi, c'est surtout des problèmes de sécurité des données. D'accord. On va dire que c'est pas les premières applications qu'ils souhaitent voir dans du cloud, compte Est-ce tenu qu'on peut aussi- des datas qui transitent. Ouais, est-ce qu'on peut aussi évoquer la partie souveraineté et une, entre guillemets, incompatibilité technique de réponse? Non, non, j'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. C'est une question. Ah, pardon. Non, je pense non, pas d'incompatibilité. En fait, non, je me suis pas posé pour moi, il y a pas je vois pas pourquoi il y aurait d'incompatibilité. Si tout le monde a envie d'aller dans ce sens, on trouvera toujours des solutions pour y arriver. Là-dessus, ça ne m'inquiète pas. Merci. Bonjour. L'agilité, le DevOps, dans un contexte avec donc plusieurs banques. Qu'est-ce qui se passe un peu aux frontières, là où on va dire il n'y a pas d'agilité? Alors, moi je pense à deux frontières. Un fournisseur externe qui fournit une partie de la solution, la gestion contractuelle de tout ça, ou alors une direction générale qui vous dit, bah, de toute façon, c'est bien beau votre projet, mais ça doit être délivré à telle date, et il y a ça dedans, et c'est pas négociable. Donc peut-être que ça n'a pas de sens, hein, ma question dans votre contexte. Si, elle a du sens, parce que alors, typiquement, ça, c'est ce qu'on rencontre pour les règles. On a beaucoup de réglementaires, et généralement, c'est ce qu'on entend sur le réglementaire, le périmètre est fermé, et on a des dates à respecter, sinon après, on se prend des pénalités. Après, ça, c'est plus de l'agilité que du DevOps, déjà. Je m'en sors bien, c'est pas chez moi. Mais après, ouais, c'est un truc, moi, sur lequel je me bats, parce que des fois, on veut devenir agile, mais on se donne pas tous les moyens pour être agile jusqu'au bout. Donc, c'est compliqué. Je sais pas exactement comment lever cette barrière-là. À part leur montrer que notre système, il est fiable et que mieux on exprimera les besoins, plus on ira vite derrière dans le code et pour tout le delivery. Je pense que c'est le meilleur moyen pour y arriver, c'est qu'ils nous fassent confiance parce qu'on leur a prouvé que le système était efficient. Et tout ça, ça se teste, ça se POC, donc tout dépend des technologies auxquelles vous faites référence, hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas bien manipuler, bien automatiser, il y en a d'autres, si on se penche dessus, on peut obtenir de très très bons résultats. Donc l'approche, je dirais, reste la même que les autres briques, qu'on intègre des briques extérieures ou qu'on développe tout. C'est une phase d'analyse, c'est une phase d'analyse technique, organisationnelle, et on peut obtenir d'excellents résultats. Après, Je suis d'accord, il y a des choses très très sensibles sur lesquelles il est très compliqué de pouvoir apporter du changement. Ouais. Après, les KPI, ils peuvent aider là-dessus. Parce que quand on montre que, en fait, on aurait pu... on a passé... Je vais donner un exemple. Hein, quelque chose qui aurait dû être délivré en 6 mois, mais on l'a délivré en 9 mois. Si on montre... Alors forcément, on se fait taper dessus par les établissements. Mais derrière, on leur montre, bah ouais, mais on a passé 6 mois chez vous, le temps que vous exprimiez un besoin comme il faut. Bah, ça crée un peu moins fort après. Mais bon... C'est vrai que la mesure est absolument indispensable C'est dans essentiel tous ces pour débats, piloter, dans toutes ouais. ces communications. Et... C'est pas forcément facile à mettre en place, mais elle nous sauve. Voilà, c'est ce qui nous permet de mettre en avant le travail qu'on fait, le travail que font les équipes produits, et aussi qui nous permettent de nous améliorer constamment. Pour les organisateurs, il faut nous mettre dehors parce que nous on reste. Il faut nous dire. Oui, c'est ici. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, c'était par rapport à Digital AI, là, je relis, là, qui m'intéressait, parce que c'est un peu la brique qui nous manque chez nous. Est-ce que ça permet ce que je n'ai pas bien compris, si ça permettait de connecter, on va dire, toutes les briques DevOps depuis ce qu'on définit dans Jira, et à ce moment-là, est-ce que ça permet de connecter différents projets, parce que nous, on a différents projets dans Jira. Bien sûr. Alors, j'ai pas été acheté avant de venir. Non, et je vais laisser le client s'exprimer. Puis après, je peux compléter si vous voulez. Par rapport à tous les besoins qu'on a pu avoir justement pour faire ces connexions, ces liens entre les différents outils ou remonter d'infos,
il n'y a aucun moment où on a été bloqué et Digital AI a toujours réussi, on a toujours réussi, au travers de Digital AI, à trouver une solution. Alors des fois plus complexe que d'autres parce que c'était pas forcément natif, mais en tout cas on s'en est toujours sorti. Donc pour moi il y a... Alors souvent on me dit mais ah ouais mais on a Jenkins, il y a des pipelines dans Jenkins, pourquoi on reste pas avec Jenkins? En fait, alors moi j'aime bien Jenkins, hein, mais je viens du côté dev donc c'est facile. Mais je pense qu'on n'aurait pas la même population, les mêmes profils d'utilisateurs sur un pipeline Jenkins. Puis en plus, typiquement, ce que j'expliquais avec notre outil de test qui est client lourd, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait avec Jenkins, ça c'est sûr. Par contre, Digital AI Release nous a permis d'avoir quelque chose de très visuel aussi. C'est beaucoup plus vendeur et ça nous permet d'expliquer le DevOps beaucoup plus facilement quand les gens ont cette vision d'un pipeline en fait. Cette vision du reporting aussi, parce qu'il y a pas mal, nous on a fait notre propre reporting, mais il y a pas mal de reporting disponibles. Enfin voilà, ça nous permet aussi, pour tout ce que je vous ai montré, la matrice de maturité. Ce que je suis en train de faire, c'est d'automatiser le calcul de la maturité des applications. Donc ça, il suffit d'aller voir tous les pipelines XL Release, regarder s'ils ont telle ou telle brique, si elle est automatisée, oui, avec quoi. Et du coup, la maturité se calcule toute seule. Donc ça permet aussi de savoir sur quelle application on va pouvoir... il va falloir mettre plus de moyens pour la remonter en maturité. Donc voilà, les utilisations au travers de XL Release enfin voilà, il y a plein de choses, on peut faire énormément de choses. Ce petit ricanement là, c'est parce qu'on s'appelait Xebia Labs auparavant, avant de s'appeler Digital AI. C'est un nom qui est nouveau sur le marché. Xebia Labs, c'était XL, donc XL Deploy, XL Release, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour remplacer les outils de votre toolchain, les outils de votre Software Factory. On est là, comme l'a dit Sonia, pour apporter du liant, de la visibilité et interconnecter tous ces processus outillés pour accélérer en fait la livraison du dev à prod. En amenant justement toute cette simplicité de compréhension, puisque l'une des grosses difficultés dans le DevOps, c'est que les gens savent à peu près ce qu'ils ont à faire, mais beaucoup moins ce que font les voisins, les contraintes des uns et des autres, etc. Et là, c'est extrêmement visuel. D'un coup, on se met autour de la table, on réfléchit, on discute de ce qu'on a à faire, on voit le processus et on l'amende, on l'améliore run après run, release après release, on l'améliore parce qu'on mesure tout. À toutes les phases, à toutes les étapes, on mesure tout. Et on sait ce sur quoi on doit encore travailler demain pour s'améliorer. Mais tout ce que vous voyez graphiquement aussi, c'est disponible as code, hein, faut pas l'oublier. Et ça se versionne, etc. Mais c'est... Je suis le vendeur de l'outil, donc c'est un très bon moyen pour justement faire collaborer les gens de la technique, les gens du management, les clients. Tout le monde comprend instantanément, tout le monde peut amender, tout le monde peut participer, comme l'a très bien expliqué Sonia, à améliorer encore son processus. Et si chacun améliore son processus et son automatisation, sur l'ensemble de la chaîne, il y a du gain partout. Il y a du gain partout. Je sais qu'on squatte beaucoup l'espace, mais si vous voulez avoir plus de détails, on est au stand 3. Donc pour nos prospects, nos clients et tous les curieux, avec plaisir. Et la présentation que tu dis qu'on va faire. Merci beaucoup Sonia. On adore les clients qui parlent comme ça.